Pour commencer donc, cette conférence, hop, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Doriane Clairaut et je travaille depuis 5 années exactement depuis ce mois-ci chez Focus Entertainment. Donc, Focus Entertainment qui est un éditeur de jeux vidéo, un éditeur français. Et voici quelques-uns des jeux sur lesquels j'ai moi-même travaillé pendant ces 5 années. Donc, il faut savoir que moi je suis arrivée il y a 5 ans en tant que stagiaire QA et aujourd'hui je suis lead QA. Donc, je gère une équipe de 4 personnes, 5 avec moi-même, c'est important. Et parmi tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé, en fait, il y a un petit peu de tout. Il y a du fast FPS, il va y avoir du jeu de tactique, du jeu d'aventure, de la simulation, bref, tout un tas de jeux différents. Je trouve que c'est assez représentatif de la diversité de projets qu'on édite à Focus. Pour ce qui s'agit de la conférence d'aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous faire un retour d'expérience sur la façon dont j'ai vu mon métier de QA, donc assurance qualité pour ceux qui ne savent pas. La façon dont j'ai vu ce métier-là évoluer à Focus, la façon dont moi j'ai perçu mon parcours. Et j'avais envie aussi de vous parler un petit peu presque de philosophie quelque part, du fond de mon métier et de la façon dont je le vois aujourd'hui, mais aussi la façon dont moi je l'imagine évoluer dans les années qui arrivent. Et pour faire ça, j'avais aussi envie de vous parler d'un certain nombre d'outils qu'on a pu mettre en place côté publisher chez Focus à la QA, et en fait qui sont des outils qui, à mon avis, ont de l'importance parce qu'ils nous ont permis de participer à professionnaliser le métier qu'est la QA. Quand je parle de professionnaliser la QA, attention, je ne l'utilise pas comme un terme péjoratif, je pense que nous ne sommes pas des amateurs et des amatrices. Ce que j'entends par là, c'est que je pense, et je trouve que c'est d'ailleurs quelque chose d'assez excitant dans notre métier, c'est qu'on a un métier en fait, qui aujourd'hui a encore beaucoup de choses à prouver, et c'est aussi un métier dans lequel on a encore de la place en fait, pour mettre en place un certain nombre de choses, et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez beau quelque part dans notre métier. Alors, je réfléchissais donc à plein de sujets un petit peu de fond et de philosophie de finalement qu'est-ce que mon métier et qui suis-je dans la vie. Et c'est un peu à ce moment-là où, pour rigoler sur un channel de mimes, on m'a envoyé ce schéma. Vous l'avez peut-être déjà vu. Je vais vous laisser un petit moment pour essayer de trouver votre métier à vous déjà, parce que ça peut être rigolo. Je sais qu'ils n'y sont pas tous, désolé d'avance. Et je vais vous demander aussi d'essayer de trouver la QA. Donc je vous laisse un petit temps pour regarder ça. J'entends que ça rit dans la salle, c'est pas mal. Vous avez trouvé? Vous voulez encore un petit temps? Alors, pour les personnes qui n'auraient pas trouvé la QA, je vais vous filer un coup de main. On est là. On est là. Et en fait, quand j'ai vu ce schéma, un peu comme tout le monde, en vrai, j'ai rigolé. Mais ça m'a fait prendre conscience que, malheureusement, en fait, j'ai pas été surprise. Et ça m'a aussi fait prendre conscience du fait qu'en 5 ans, il n'y a rien qu'à changer. En 5 ans, la QA, elle en est toujours là. Et en 5 ans, en fait, aujourd'hui, j'entends toujours, malheureusement, des étudiants et des étudiantes expliquer qu'un stage dans le jeu vidéo, ce serait vraiment chouette, mais surtout pas de la QA. Tout sauf de la QA. Et que la QA, c'est un peu le fond de tiroir des métiers du jeu vidéo, si je reste poli. Et alors, je leur en veux pas, bien sûr, parce qu'en fait, moi-même, quand je suis arrivée à Focus il y a 5 ans, j'avais ce point de vue-là. Je suis arrivée et mes managers en sont témoins. Une des premières choses que j'ai dit, c'est de toute façon, je ne resterai pas. C'était il y a 5 ans. Good joke. Et en fait, moi aussi, j'avais cette vision d'un métier un peu usine, d'un métier pas très qualifié, d'un métier pas très intéressant, d'un métier pas très créatif, beaucoup de pas très, finalement, ce métier. Et en fait, je me suis rendu compte, finalement, avec le temps, que c'était pas vraiment ça. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce schéma, c'est qu'on se rend compte que, encore aujourd'hui, en fait, la QA est victime d'un certain nombre de clichés et d'a priori sur ce métier. Et c'est des choses qui vont persister dans les écoles, c'est des choses qui persistent malheureusement encore au sein de notre industrie. Et c'est aussi des choses qui persistent bien sûr dans la sphère personnelle. Je ne sais pas si des QA, parmi les 3 dans la salle, si vous avez essayé d'expliquer votre métier à vos parents, vos grands-parents. En tout cas, si vous n'êtes pas arrivé à la conclusion que vous jouez aux jeux vidéo toute la journée, bravo, félicitations. C'est le cas de mon papa d'ailleurs qui a très bien compris mon métier, je lui fais plein de bisous, bien sûr. Donc je me suis posé une question, je me suis dit, en fait, est-ce que ce ne serait pas notre faute? Est-ce qu'on ne serait pas vraiment des losers, finalement?
Et alors, je fais exprès de poser la question un petit peu pour provoquer. La vraie question qui se cache derrière ça, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire en sorte que ça change? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de faire un petit peu évoluer les mentalités au sujet de notre métier? Pour moi, il y a deux choses qui rentrent en compte quand on réfléchit à cette question-là. La première, c'est qu'il faut qu'on nous donne les moyens de faire notre métier correctement. Il faut qu'on nous donne le temps, il faut qu'on nous donne les ressources, et surtout, il faut qu'on nous donne de la confiance et de l'autonomie pour faire notre travail correctement. Durant mes 5 années à Focus, j'ai pu travailler avec plein de studios différents. Ça, c'est assez chouette quand on travaille côté éditeur, c'est qu'on va travailler avec plein d'équipes. Et malheureusement, je me suis souvent rendu compte que la QA, c'était, vous savez, un peu la variable d'ajustement. Je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui doit être partagé peut-être par d'autres corps de métier. Mais vraiment ce sentiment de on n'a pas le temps, c'est pas grave, on fera pas de test. Quelle bonne idée. On n'a pas de budget, c'est pas grave, on n'aura pas de QA. Ah, allez. Donc bref, tout un tas de choses. Et je me suis aussi retrouvée à travailler avec des studios qui avaient des QA en interne, donc j'étais super contente. Et l'équipe QA était composée d'un stagiaire qui sortait d'école. Alors, bien sûr, ça marche pas. Mais en plus de ne pas marcher tout à fait comme il faut, on se rend compte aussi que en fait, dans ces conditions-là de travail, ça la fout mal. Moi, j'étais un petit peu déçue de voir ça. Et je me suis dit, mais en fait, comment voulez-vous qu'on s'épanouisse dans un métier où ça se passe comme ça? Comment voulez-vous en fait qu'on réfléchisse à notre métier, qu'on réfléchisse à comment le faire évoluer si déjà on ne nous donne pas les moyens et le temps de faire notre métier correctement? Et ça, c'est une vraie problématique. Si on ne me laisse pas l'opportunité de faire mon travail correctement, je ne vais certainement pas pouvoir faire beaucoup mieux et participer à structurer le métier qu'est la QA. La deuxième chose, c'est que je pense que le pouvoir, c'est quelque chose qui se donne dans un premier temps, mais c'est aussi quelque chose qui se prend. Et aujourd'hui, 5 ans après, donc dans mon passage à Focus, je me rends compte qu'à Focus, entre autres, on est arrivé on a ce privilège en fait d'avoir dépassé la première étape. Aujourd'hui, on nous donne les moyens. Aujourd'hui, on nous fait confiance pour faire notre travail correctement. Et arrive la problématique suivante qui est, on me donne du pouvoir, on me donne un ownership. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Je n'ai pas l'habitude, quelque part. Et en fait, c'est là, à mon avis, qu'est notre responsabilité. Elle est dans notre capacité à utiliser ce pouvoir pour mettre en place un certain nombre de choses, montrer ce qu'on sait faire. Et c'est un côté pas juste de se dire que voilà, on est QA, donc il va falloir qu'on se justifie, mais en fait, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'être capable de faire rayonner notre métier pour convaincre en fait toutes les personnes qui sont encore coincées dans la première étape que on a un intérêt, que la QA a une expertise, que la QA a une vraie plus-value et qu'elle est essentielle dans la production des jeux vidéo. En tout cas, je vais essayer de vous convaincre si vous n'êtes pas convaincu. Je vais faire de mon mieux, promis. Donc jusque-là, c'est un petit peu facile ce que je dis, parce qu'en fait, il y a une vraie problématique qui, encore une fois, à mon avis, on partage avec d'autres corps de métier, c'est une problématique de légitimité. C'est difficile, en fait, aujourd'hui, je pense, de se sentir légitime dans un métier où on est souvent mal considéré, dans un métier où, finalement, on nous met rarement aussi sur le devant de la scène, et un métier, en plus, qui est un petit peu invisible pour les joueuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, pour se sentir un petit peu plus légitime dans notre métier? Pour moi, la première chose, c'est de se rappeler, en fait, c'est quoi ma plus-value? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise? Qu'est-ce qui fait que je suis essentiel? Et pour moi, ça va peut-être vous étonner, mais en fait, la plus-value des QA ne se situe, à mon avis, pas du tout dans sa capacité à trouver et remonter des bugs. Pourtant, je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à des QA, on pense à plein de tickets sur un Jira, bien sûr. Mais je pense que c'est pas ça qui fait de nous des personnes essentielles, notamment parce que on automatise de plus en plus des tests, on automatise de plus en plus les process de bug report. Et au vu de la place que prend l'intelligence artificielle de plus en plus dans nos métiers, je pense qu'il y a un moment où peut-être ce ne sera plus quelque chose qu'on fera beaucoup. Par contre, là où, à mon avis, la QA a son vrai intérêt et a vraiment quelque chose à apporter, c'est dans sa capacité à utiliser toute cette donnée, à la collecter, à la traiter et à s'en servir pour faire des analyses, en fait. Et avec des analyses, être capable de faire partie de ces métiers en fait, qui vont éclairer un chemin. Je pense que la QA fait partie des métiers qui sont là pour accompagner, qui sont là pour faire en sorte que tout le monde travaille dans la même direction. Et ça, c'est une vraie plus-value qu'on a, et c'est quelque chose absolument qu'il faut qu'on arrive à exploiter davantage. Une autre grande capacité de la QA, à mon avis, c'est dans une partie presque communication, en fait, c'est sa capacité à évaluer l'état technique des builds. On nous attend là-dessus, bien évidemment, notre capacité à dire si la build, on la valide ou pas, entre autres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est essentiel et sur lequel, à mon avis, on ne peut pas être remplacé. Donc rappelons-nous, quand même, de toutes ces belles choses qu'on est capable de faire. Je ne vous ai pas perdu jusque-là, ça va? Ouais.
Alors jusqu'à là, c'était un petit peu abstrait, j'ai utilisé des grands mots, etc. On va aller un petit peu plus dans le concret, si vous voulez bien. J'entends assez souvent que la QA, ça crée rien. Et c'est vrai qu'a priori, si on compare à, je sais pas, des sound designers ou des graphistes, c'est vrai que la QA ne va rien créer qui va être visible par les joueuses. Normalement, quand un jeu y sort, si on n'entend pas parler de nous, c'est que ça s'est bien passé. Si on entend parler de la QA, généralement, c'est pour dire j'ai trouvé un bug, les QA, vous faites rien, vous servez à rien. Donc, on a un petit peu cette vision de la QA qui ne fait rien, mais je pense que c'est faux. Parce que, comme je vous le disais, la QA est là pour éclairer un chemin, pour aider tout le monde à travailler dans une bonne direction, à faire en sorte qu'un jeu sorte avec la meilleure qualité possible. Et pour ça, on est en mesure en fait, de créer tout un tas de choses, des superbes outils comme ceux que je vais vous montrer. J'ai sélectionné 3 outils. Ces 3 outils, je les ai pris parce que c'est des outils qui sont opérationnels et c'est aussi et surtout des outils qui ne sont pas juste des trucs de nerd de QA, mais qui vont aussi être utiles et utilisés par d'autres équipes de la production ou par les développeurs même directement. La création d'outils, pour moi, dans une optique de se sentir légitime dans son travail, c'est essentiel parce que c'est ça qui va nous permettre déjà d'être confortable dans notre métier, c'est quand même l'objectif, mais aussi de se valoriser, de se mettre en avant et de rayonner un petit peu dans le domaine de la QA. Notamment, je pense que c'est grâce à ça que je suis là devant vous aujourd'hui, donc c'est toujours des bons points. Premier outil que je voulais vous montrer, c'est un outil qui s'appelle la scorecard et qu'on a créé pour une bonne raison. Je ne sais pas si c'est une expérience qui est partagée par d'autres QA, mais ça arrive régulièrement, et mon associate line producer est dans la salle aujourd'hui, qu'on vienne à mon bureau et qu'on me dise « Ça va la build ?» Qu'est-ce que je te réponds, Maxime Bafouin? Donc c'est des questions qui sont, hormis la blague bien sûr, qui en fait sont parfaitement légitimes. On est d'accord que c'est ce qu'on s'attend à ce que la QA soit évidemment capable de répondre à ces questions-là. Donc c'est des petites questions comme ça un petit peu récurrentes qu'on nous pose très régulièrement. Et en fait, quand on vient me voir à mon bureau et qu'on me demande « Ça va la build ?» en fait, ça va être beaucoup de questions de mon côté. Parce que je ne vais pas juste dire « Oui, ça va » ou « Non, ça ne va pas ». Il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en jeu. Notamment, je vais me poser des questions du type combien est-ce que j'ai de bugs dans ma base de données? Est-ce que c'est des bugs qui sont a priori graves? Lesquels sont les plus importants? Par rapport à l'étape de production, qu'est-ce qui devrait être corrigé en priorité? Est-ce que c'est des bugs qui sont a priori difficiles à corriger pour les devs? Bref, tout un tas de questions en fait, qu'on va se poser. Et on va devoir analyser des bases de données sur lesquelles on trouve parfois plus de 1000 bugs ouverts. Donc autant vous dire que c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. Et en plus de ça, nous à Focus, on travaille généralement avec des livraisons hebdomadaires. Donc vous imaginez, chaque semaine, vous avez une build, vous en avez une très très bien, une un peu moins bien, une un peu moins bien, une très bien, une pas très bien, une un peu mieux. Vous répétez ça sur des semaines, sur des mois, sur des années pour certains projets, et il y a un moment où, fatalement, on se retrouve avec la tête dans le guidon, et on perd un petit peu de vue, surtout, on perd du recul, et on ne sait plus quelque part où est la norme. À partir de quand, en fait, est-ce que je suis censée être contente? À partir de quand est-ce que je suis censée répondre à mon associate, line producer, oui, ça va? En fait, il y a un moment où ça devient un peu plus compliqué. Alors, je vous rassure sur le fait que nous sommes des professionnels. Donc, on est quand même capable de répondre à ces questions-là. Mais la vraie question derrière cet outil, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place quelque chose qui nous permette de faire ça de manière plus confortable et de manière aussi plus claire pour les autres personnes à qui je vais répondre. Donc cet outil, voilà un petit peu 5 points qui résument un petit peu ce qu'on voulait derrière l'outil de la scorecard. De manière globale, c'est un outil qui va me permettre de prendre du recul, de mieux communiquer, comme je vous le disais, et aussi et surtout de factualiser un ressenti. Ça, c'est super important. On avait envie d'arrêter un petit peu la QA qui va quelque part juste donner un ressenti, mais sans chiffres, dire « on pense que c'est pas terrible ». Oui, mais encore. On avait envie de pouvoir vraiment rajouter de la data et que ce ne soit pas juste du ressenti, mais quelque chose de bien illustré mathématiquement. J'aimerais attirer aussi votre attention sur la dernière gommette, le fait de poser des normes. Ça, je pense que dans une optique de structurer notre métier, de le professionnaliser, je pense que c'est essentiel d'être capable de poser des normes parce que ça va nous aider en fait, à dire en fait, à partir de quand est-ce que ça va bien, à partir de quand est-ce que ça ne va pas, selon tel type de jeu, etc. Bref, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus opérationnels. Par confidentialité, je ne vais pas vous montrer l'outil en lui-même, mais des exemples un petit peu de comment on l'a utilisé.
Et pour le premier exemple, je vais vous demander un petit travail d'imagination. Je vais vous demander d'imaginer un jeu où vous avez plein de petits trucs qui vous embêtent. Vous avez des UI qui ne se mettent pas à jour. Vous avez, je ne sais pas, les couleurs vert et rouge qui sont inversées sur tous les petits boutons. Vous avez des petits rollbacks. Vous avez des petits soucis de désynchro. Vous avez l'animation qui n'est pas synchronisée avec le son. Bref, vous voyez tout ce genre de petits bugs là qui viennent vous embêter, mais qui en soi ne vous empêchent pas de jouer. Par contre, ce jeu-là, il est super stable. Aucun crash, aucun bloquant. Vous pouvez le faire de A à Z, en long, en large, en travers. Vous n'aurez jamais aucun problème à ce niveau-là. Mais ça vient un petit peu vous embêter. Donc ça, c'est un ressenti que j'ai. Comment est-ce que je peux l'illustrer? Parce que je ne vais pas juste aller voir les devs et faire « Oh, il y a des petits bugs qui m'embêtent, par contre, votre jeu il est super stable. » On va essayer quand même d'être un petit peu plus professionnel que ça. Et c'est l'outil Scorecard qui va me permettre d'expliquer un petit peu ça et de l'illustrer. Donc cet outil, le voici. Pour faire simple, c'est un outil qui va en fait refléter l'état technique du jeu et surtout l'état de la base de données. C'est un ticket qui va extraire tous les tickets ouverts dans la base de données et qui, en fonction de la criticité et de la sévérité de ces bugs, va leur associer un poids. Alors pour faire simple, un crash au launch du jeu, bon ça va peser super lourd, quoi. C'est vraiment les bugs qu'on ne veut pas, ça va être ceux qui vont être très très lourds dans la base de données. Par contre, si on parle d'un bug de localisation qui arrive une fois sur 5, on ne sait pas trop comment, spécifiquement en italien, dans une quête secondaire à laquelle personne ne joue, ça, ce sera probablement un ticket qui pèsera moins lourd. Donc comment est-ce qu'on lit ce schéma-là? Vous avez donc en ordonnée le poids dans la base de données, donc plus c'est haut, moins c'est bien, pour faire simple. Et vous avez en abscisse une chronologie qui correspond au jour avant et après la release. 0 correspond au moment où le jeu est release, ok? Donc je reviens à mon projet qu'on trouve super stable, aucun crash, aucun bloquant. Et effectivement, si je regarde ma scorecard, moi je vois quelque chose de merveilleux qui fait très plaisir à mes yeux de nerd, c'est qu'à peu près depuis la release, on se rend compte que le poids dans la base de données de ces bugs-là spécifiquement, les crashs et les bloquants, et par palier, c'est de moins en moins lourd dans la base de données. Ça veut dire qu'on a une vraie progression, et je suis même capable d'identifier chacune des builds que j'ai reçues, qui souvent se traduisent par un petit pic, qui va correspondre à une nouvelle build, donc des nouveaux bugs, un petit peu de debug, et on avance comme ça dans le temps. Et par palier, on va arriver à avoir un jeu de plus en plus propre. Et ça, c'est cool. Je vous le dis, moi en tant que QA, je vois ça, je suis très contente. Voilà, make a QA happy. Ensuite, on va pouvoir regarder, je vous disais, tous ces tickets un petit peu de polish qui viennent m'embêter là et qui font que l'expérience elle est stable, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà à quoi ressemble la courbe qui correspond à tous les autres tickets. Donc pas des tickets de stabilité directement, mais tous les autres tickets de ma base de données. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis la release, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc on a quelque chose vraiment qui est en train de stagner et que finalement le poids il stagne à peu près autour de 2500. Ça peut vouloir dire deux choses. Peut-être qu'il n'y a aucun bug de remontée, aucun bug de corrigé, donc rien ne bouge. Okay. Ou alors ça veut dire que peut-être qu'il y a une équivalence entre les bugs qui sont remontés et les bugs qui sont corrigés, mais dans tous les cas, on n'a pas de progrès et ça, on ne veut pas avoir ça. Et là, mon rôle, à moi en tant que lead QA, ça va être de communiquer ces résultats-là. Parce que moi, en soi, je ne vais avoir aucun impact sur ce qui se passe là. Par contre, mon devoir, mon rôle, c'est d'être capable de l'exprimer aux équipes. Parce que je pense que s'il y a des développeurs dans la salle, on est d'accord que ça, vous y êtes pour rien, quoi. Si je ne vous donne pas l'information, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Et on est d'accord qu'il n'y a pas intention de nuire. Donc c'est à moi de vous donner les informations pour qu'on fasse en sorte de se comprendre et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour que ça progresse. Mais avant de faire ça, j'espère que vous vous êtes posé la question, est-ce que 1500 c'est grave? Parce que si ça se trouve, on stagne à 1500, mais c'est super bien, ça se trouve, on est sur un super gros projet et en fait on serait super content. Eh bien, évidemment, vous en doutez, la scorecard va me permettre de répondre à cette question. Et notre outil de scorecard va en fait nous permettre de comparer des projets avec des schémas de production similaires. C'est toute la force pour moi d'un éditeur, c'est dans le fait, en fait, on a énormément de projets qui arrivent en même temps, et des projets qui vont être développés par des équipes différentes, des projets qui vont avoir des scopes différents, qui vont être des types de jeux différents. Et nous, on va être capable en fait, de collecter énormément de data pour faire notamment de la comparaison. Donc là, je vous compare 3 projets. On retrouve notre courbe bleue, qui ont donc des schémas de production un petit peu similaires. Et qu'est-ce qu'on constate?
globalement, que on stagne autour de 1500 et qu'en fait, on stagne au-dessus des 2 autres projets au même instant dans leur production. On voit que la courbe violette, elle était à 2 doigts de se rapprocher des 1500 et qu'il y a un gros travail qui a été fait pour corriger le tir. Donc maintenant, j'ai toutes les informations pour pouvoir aller voir mes développeurs et leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc cet outil, il m'a permis quoi? Il m'a permis finalement d'illustrer une situation, il m'a permis d'appuyer un ressenti. C'est pas juste moi qui suis allé les voir en faisant votre jeu il est stable, mais je trouve qu'il n'est pas très poli. Non, là j'ai vraiment des choses que je vais pouvoir montrer, sur lesquelles je vais pouvoir débattre avec eux. Et aussi, ce qui est vraiment génial avec cet outil, je trouve, c'est qu'en fait, il va nous permettre aussi de fixer des objectifs. On va être capable, en comparant différentes courbes, de dire, en fait, votre projet, pour ce type de jeu, pour ce scope, il faudrait que vous soyez à peu près dans cette fourchette-là de poids dans votre base de données à tel moment. Et ça, c'est puissant. Et en plus de ça, si on est capable de l'anticiper et de le définir dès le début, et en fait, on va être capable, on va être en mesure de planifier du debug. Et ça, c'est un vrai plaisir. On ne va pas arriver, vous savez, à un instant T en se disant « Oh no, il faut absolument tout corriger ce qu'il y a dans la base de données maintenant pour la semaine prochaine ». Non, on va essayer d'éviter les bottlenecks et on va réfléchir ensemble à comment prévoir du debug dans la durée pour faire en sorte que, comme on a vu juste avant, il y a un joli palier qui se mette en place pour arriver à une build super propre au moment où on en a besoin. Je vais vous montrer autre chose, c'est presque juste pour les yeux. En vrai, j'ai des choses à dire, mais à la base, c'était vraiment juste pour les yeux. Je vais vous montrer plusieurs projets de plus en plus gros. Okay, et on va voir ce qui se passe au niveau de la scorecard. Donc là, je vous mets un premier projet, un deuxième, juste là, voilà, un petit peu plus gros, un troisième, un quatrième qui, celui-là, vous voyez, il n'est pas encore arrivé à 0, donc c'est un projet qui n'est pas encore sorti. Un cinquième beaucoup plus gros, celui-là, énorme projet. Et un dernier ici. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est un espèce d'effet de poupée russe. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose que moi, mais vraiment, ça me fait très plaisir de voir ces petites poupées russes comme ça qui s'emboîtent. Je trouve ça merveilleux. Mais au-delà de ça, en fait, on se rend compte que peu importe la taille du projet, peu importe le studio de développement, peu importe le scope, on a un schéma, on a un pattern qui se répète à chaque fois. Ce pattern, le voici. Si je passe les diapos, c'est mieux. Hop. On a en fait une première montée au niveau de la scorecard, donc un poids de la base de données qui va augmenter à peu près au niveau de l'alpha, suivi d'une petite baisse, suivi d'une nouvelle montée au niveau de la bêta. Et ça a l'air tout bête. Et c'est évidemment des choses qu'on avait un petit peu conscientisées, on s'en doutait. Mais là, on va avoir des mathématiques qui vont le montrer. Et surtout, au-delà de ça, je vous parlais de poser des normes, c'est exactement ce que ce genre d'outil va nous permettre de faire là. C'est-à-dire que là, on va être capable de dire que pour tel type de projet, tel scope, il faudrait que pour telle étape de production, on soit à peu près à ce score-là. On va être capable d'avoir un vrai suivi au fur et à mesure des données qu'on collecte pour comprendre finalement dans le temps comment est-ce que pour ce projet-là, la scorecard devrait évoluer. Et d'être en mesure assez rapidement et assez facilement et de façon assez claire de dire si oui ou non on est dans les clous et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire en sorte de corriger le tir. Dernier exemple, un petit peu de ce que je voulais vous montrer avec la scorecard. Donc là, je vous montre 4 projets qui n'ont absolument rien à voir. Et j'aimerais attirer votre attention sur la courbe orange. La courbe orange, c'est un projet qui fait peur. C'est un projet qui fait peur parce que c'est un très gros projet, c'est un projet super velu, et c'est un projet qui a terrorisé la QA de Focus Entertainment. Et pourtant, si on regarde la scorecard, en fait, on se rend compte que la courbe, elle est relativement plate. Là, on parle d'un projet qui a un scope largement supérieur aux courbes bleues et jaunes. Et pourtant, cette courbe, elle reste relativement basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut probablement dire, là, qu'on a eu une gestion de la base de données au top. On n'a pas eu, vous savez, ces centaines de milliers de bugs qui restent dans un coin et que personne ne veut jamais toucher jusqu'au dernier moment. Non, là, il y a probablement eu du debug de fait tout le long du planning, et ça fait cette courbe magnifiquement plate qui arrive à un moment zéro, où finalement, on est dans un très, très, très bon état pour le projet que c'est. Pourquoi est-ce que je voulais vous montrer ça? Parce que ce qu'on voit là, c'est assez remarquable, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la QA a cette vilaine réputation d'être les méchants et d'être les personnes qui vont être un peu les party poopers et qui sont là que pour donner les mauvaises nouvelles. Et en fait, on se rend compte avec ce genre d'outils que si on met les bonnes choses en place, on est aussi en mesure, bien évidemment, de dire quand les choses se passent bien. Et ça, je sais que ce n'est pas quelque chose qui nous colle à la peau. On a souvent l'impression qu'on est là pour dire quand ça ne se passe pas bien. Et non, on est aussi capable de dire quand ça se passe bien.
Et je pense que c'est essentiel dans notre métier d'être capable, quand on a l'information, de faire en sorte que tout le monde sorte la tête de l'eau. Parce que je parlais de QA qui ont la tête dans le guidon, on est d'accord que côté dev, je pense que vous avez un petit peu la même expérience à certaines étapes de la production, et qu'on soit capable de faire en sorte que tout le monde prenne une grande inspiration et se dise « Ah mais en fait notre jeu il est super propre », je pense que ça fait du bien. Et c'est bien qu'on soit capable d'utiliser des outils pour aider à avoir un peu ce sentiment de relaxation. Donc l'outil Scorecard, c'est un outil qui est toujours en développement aujourd'hui. Ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un outil qui a un petit peu créé un mouvement à Focus, qui a un petit peu inspiré d'autres départements, entre autres, à essayer de mettre en place des outils. Et ça avait aussi ce côté un petit peu rewardant de se dire que nous, on avait une idée et que ça a créé une petite étincelle qui a fait en sorte qu'en fait, il y ait plein de personnes qui s'intéressent à cet outil-là et qui réfléchissent eux-mêmes à qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi en place de notre côté, etc. Donc c'est vraiment un outil qui nous a beaucoup aidé en termes de prise de légitimité, en tout cas à Focus. Deuxième outil que je voulais vous montrer, c'est un outil, en fait, le QA State, qui va me permettre d'évaluer l'état de certains pans de mon jeu, et d'aller un petit peu plus dans le détail et de comprendre les catégories de bugs qui prennent le plus de place. Vous allez voir, c'est assez facile. Quand mon associé Land Producer vient à mon bureau et me demande « Ça va la build ?» Alors la première chose que je vais faire, ça va être d'utiliser la scorecard pour pointer éventuellement une anomalie, de dire là, au vu de la build, on est à peu près dans les clous, ou alors, non, effectivement, on a un poids peut-être un peu trop important dans la base de données. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'être capable en fait, d'identifier clairement quelles sont ces anomalies. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui pêche? Qu'est-ce qui doit être assigné comme une priorité? Je parle de priorité, c'est important. Je rappelle qu'on sait très bien à la QA qu'un jeu qui sort avec 0 bug, c'est une utopie qu'on n'atteindra malheureusement jamais. C'est une fatalité de notre métier et on vit avec, tant pis. Mais c'est important de le souligner. Il y a toujours un équilibre à trouver entre le budget, le temps et la qualité. Et on sait que des bugs, il y en aura toujours. Donc notre travail, c'est de faire en sorte que on priorise les bons bugs et qu'on corrige le plus important pour le projet. Donc quand on réfléchissait un petit peu à finalement, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus dans le détail, voir exactement ce qui pose problème et qu'est-ce qui est prioritaire, on a à Focus une équipe de line designers, je leur fais des bisous, qui en fait ont mis en place exactement à peu près à ce moment-là cet outil-là que je vous montre, qui est un outil qui sert à fixer des objectifs de qualité pour chacun des piliers de jeu. Et ça, c'est assez chouette. En plus, fixer des objectifs de qualité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans assurance qualité, il y a le mot bien joué. Donc évidemment, nous, à ce moment-là, on s'est dit, ah d'accord, il y a quelque chose à faire. Là, on nous parle. Là, il y a quelque chose 100% qu'on est capable de faire avec cet outil-là. Donc pour bien le comprendre, je vous donne un exemple. Si on parle de Pong, je pense qu'on est assez d'accord dans la salle pour dire que la narration dans Pong, c'est probablement pas un pilier sur lequel on va apporter énormément d'importance. Donc comme ça, un peu pour chacun des projets, on va être capable de fixer en vert les objectifs de qualité qu'on veut atteindre pour chacune des features du jeu. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? Grâce à notamment aux objectifs qui nous étaient fixés, on a mis en place cet outil-là. Ce que je vous montre ici, c'est un exemple d'un jeu à niveau. Je trouve que c'est un petit peu plus simple pour illustrer. Donc là, on est sur un projet qui est composé de 11 missions et d'un tutoriel. Et c'est un outil qui va me permettre, là, de voir de façon assez globale, pour chacun de mes niveaux, combien est-ce que j'ai de bugs et quelle est la sévérité de ces bugs-là. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est un outil qui fait ça automatiquement, donc qui va aller chercher, notamment sur Jira, les components qui correspondent aux différentes missions du jeu et qui va être capable de tirer, donc comme ça, de trier les bugs par component et donc par mission. Maintenant, je peux vous montrer juste ce schéma-là, je pense que ça ne suffit pas. Vous ne me remplacerez pas aussi facilement. Et ça va être à moi donc aussi de vous apporter un petit peu de contexte. En regardant ce schéma, vous pourriez vous dire, bon, la mission 4 et la mission 9, elles ont l'air assez propres. Ce sont les missions les plus courtes du jeu. Félicitations. C'est des missions super courtes, en plus de ça, qui n'ont quasiment pas de gameplay et qui sont des missions presque totalement scriptées. La mission 11 également, on pourrait se dire, oh celle-là ça va, il n'y a pas beaucoup de bugs. Oui, elle n'est pas finie. Donc effectivement, une mission que je ne peux pas lancer, je ne vais pas trouver beaucoup de bugs dessus. Et on pourrait aussi se dire, la mission 10, elle a l'air d'avoir quand même pas mal de bugs. C'est à l'inverse une mission qui est extrêmement longue et qui fait que les bugs qu'on peut trouver dans cette mission sont finalement assez dilués.
Je pense que vous avez quand même compris, si je vous demande c'est quoi les missions sur lesquelles on a des problèmes, je pense que vous avez compris que ce sera probablement le tutoriel et la mission 1, qui en plus de ça sont les missions de début de jeu. Et ça c'est extrêmement important, on est toutes et tous d'accord je pense pour dire qu'on n'a pas envie que quelqu'un qui découvre notre jeu se retrouve dès le début avec des pelletés de bugs, surtout quand on en est à un stade où on essaye d'apprendre comment fonctionne ce jeu. Donc c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se concentrer. Donc je vais aller un petit peu plus dans le détail. Pour chacune des missions, mon outil va me permettre de me trouver en fait toutes les catégories de bugs et de me les trier comme ça sur un joli schéma. J'adore les camemberts. Et là encore, ça va être à moi un petit peu de mettre du contexte sur ce qu'on voit. Là, on parle d'un tutoriel. On est effectivement sur une mission où je vais avoir plein de pop-up de tutoriels. Donc des problèmes du UI et du X probablement qui vont aller avec. Je vais avoir des consoles avec lesquelles je vais interagir pour lancer les tutoriels. Ça va aussi être une mission dans laquelle il y a pas mal de personnages. C'est une mission qui va introduire beaucoup de lore au niveau de l'histoire, qui va avoir pas mal de caméras scriptées pour me montrer les personnages, pour me montrer où je dois aller. Bref, quelque part, ça semblerait assez normal que dans un tutoriel, vous ayez des bugs de tutoriel. C'est vrai. Mais mon travail à moi, ça va être d'aller voir un petit peu plus dans le détail toutes ces grandes catégories de bugs et d'évaluer avec mes producteurs, avec mes line designers également, finalement, quel est l'impact de ces bugs-là. De ne pas juste faire du quantitatif, mais d'aller réfléchir avec eux à, voilà, on a effectivement des bugs de tutoriel sur un tutoriel, lesquels sont vraiment impactants, lesquels vont vraiment impacter quelqu'un qui découvre le joueur, et qu'est-ce qu'on va devoir prioriser. J'aime bien l'émission 10, du coup je vous l'ai remis là. Je vous ai dit, c'est celle qui est particulièrement longue et sur laquelle les bugs sont un petit peu dilués. Et quand on regarde ce schéma, ça fait un petit peu peur, parce qu'on se dit, il y a quand même quasiment un quart de mes bugs qui sont des bugs de level building, c'est un petit peu dommage. Et effectivement, c'est une mission qui a été finie assez tard dans la production, et qui, en plus de ça, est une mission avec un level building qui est particulier, qui est un petit peu original, et un petit peu complexe. Et donc on se rend compte, là, comme ça, ouh là là, il y a beaucoup de bugs de level building, il faut peut-être faire quelque chose. Que nenni. Si on va voir un petit peu plus dans le détail, et c'est ce que nous on a fait sur ce projet-là, en fait on s'est rendu compte que même si a priori il y avait beaucoup de bugs de level building, c'était en fait beaucoup de bugs qui avaient très très peu d'impact, qui en plus de ça étaient dilués dans la production, dans le niveau, pardon, et qui étaient probablement pas prioritaires en fait par rapport à tout un tas d'autres bugs qu'on pouvait trouver dans cette mission-là. Donc pour conclure sur cet outil-là, c'est un outil qui me permet d'identifier assez rapidement quels sont les pans du jeu qui posent problème. Et au sein de ces pans-là, vraiment les catégories de bugs sur lesquelles on a le plus de soucis. Et ensuite, je vous le disais, c'est pas que du quantitatif, ça va être mon travail à moi en tant que lead QA, d'aller voir un peu plus dans le détail et d'aller discuter un petit peu avec tout le monde pour voir qu'est-ce qui est le plus impactant, qu'est-ce qui est corrigeable aussi côté dev et qu'est-ce qu'on va prioriser ensemble. Troisième et dernier outil. Je vous parlais donc de difficultés parfois à se sentir légitime et à se mettre en avant. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on progresse grâce à des innovations, grâce à des outils qu'on va mettre en place et qui vont nous aider à être plus confortables dans notre travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous reste une dernière marche, peut-être une dernière difficulté, en tout cas de l'expérience que j'ai à Focus, c'est nos capacités de communication. C'est nos capacités à être opérationnels, à être stratégiques et à délivrer une information claire. On sait en plus de ça, et c'est pas très juste, que la QA, on ne nous prend pas toujours au sérieux. Et pourtant, on sait, en tout cas côté éditeur, qu'on peut avoir un gros impact. Si on a une version qui est livrée, qui est tamponnée par les producteurs, qui est tamponnée par les line designers, et que moi, en bout de chaîne, côté QA, je dis non, votre version ne respecte pas nos standards de qualité et que je refuse cette version-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on retourne au début. Ça veut peut-être dire réévaluer des budgets, ça peut peut-être dire décaler des releases, bref, tout un tas de choses. Et en fait, on se rend compte que ça a de l'impact. Et je tiens aussi à démystifier le fait que quand on refuse une build, c'est pas drôle. Okay, ça nous fait pas rire, ça n'amuse pas les QA de refuser vos builds, c'est vraiment quelque chose qui nous embête comme vous. Mais c'est aussi ce qu'on attend de moi. On attend de moi que je sois capable de délivrer une évaluation claire, et c'est à moi d'être la plus claire possible pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Donc mon petit outil, c'est celui-là. Je pense que c'est celui qui fait le moins peur des trois. Je l'ai garé pour la fin exprès. C'est un petit outil qui en fait est un petit tableau qui va me permettre en fait de prendre une décision et de la délivrer clairement aux différentes personnes. Donc c'est un petit tableau que nous on partage en interne, mais également aux développeurs.
Et c'est une vision un petit peu condensée de qu'est-ce que c'est mon évaluation. C'est quoi l'état de la build? C'est quoi de ses principales features? C'est quoi l'état des principaux changements qui sont allés avec cette version-là? Et après mon évaluation, je vais être en mesure de donner une évaluation finale, de donner mes conclusions et aussi de donner des recommandations. Et ce mot-là, pour moi, il est essentiel parce que dire « votre build, elle n'est pas bien », ça ne suffit pas. C'est aussi notre travail à nous d'être en mesure de dire là, la build, effectivement, elle n'est pas dans les clous de ce qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas et qu'on fasse en sorte que la build suivante, elle respecte ce qu'on attendait. Voilà le tableau rempli. Je pense que c'est assez clair de ce qui se passe sur cette version. Je l'ai rempli de manière fictive, hein, je précise quand même. Donc je vous ai mis au hasard le rework d'un système de jeu, je vous ai mis au hasard l'implémentation d'un nouveau batch de localisation, sait-on jamais, et des petits tests de stabilité. Là, ce qui est bien, c'est que normalement, vous n'avez pas à lire un mail de 4 pages, vous voyez assez rapidement ce qui se passe. Et vous avez aussi des conclusions, parce que les mails de 4 pages qui finissent par « on a ouvert un crash », et alors, qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que je dois rebuild? Non. Là, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Donc on utilise un code couleur assez simple, vert, jaune, rouge. Donc on va avoir comme ça une évaluation pour chacune des grandes features de cette build-là. En quelques bullet points, nos observations, les grandes choses qu'on a pu remarquer dans cette build, et enfin une évaluation finale, suivie d'une conclusion et d'une recommandation. Ici, un rebuild, on est dans un cas où on a le temps de refaire des tests, et si c'est possible, côté développeur, de corriger les quelques trucs qui nous embêtent, un rebuild, c'est cool. Et donc là, vous avez quelque chose de relativement clair. Donc c'est un petit tableau qui fait gagner beaucoup de temps aux gens qui lisent nos mails, et qui nous aide, nous, en fait, à prendre une décision, à l'assumer et à suivre un process beaucoup plus carré que des très longs mails. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, m'aide à prendre des décisions qui, parfois, sont pas toujours faciles, et de me dire, là, voilà, j'ai rempli mon tableau, et normalement, il y a toutes les informations qu'il faut pour que tout le monde s'y retrouve. Je vous ai présenté 3 outils. Je vous ai présenté la scorecard, le QA state et mon petit tableau d'évaluation. Et moi, ces 3 outils-là, je les mets dans ma boîte à outils. Et j'aime beaucoup cette image, peut-être parce que, je sais pas, je suis peut-être complètement schizophrène, mais je trouve ça chouette de tout mettre dans une boîte à outils, parce que c'est cette petite boîte à outils que j'amène au travail. C'est cette boîte à outils qui me permet de sentir que j'ai du poids dans mon métier, qui me permet de m'épanouir, qui me permet de mieux travailler aussi, bien sûr, et de structurer mon travail, ce qui est quelque chose, à mon avis, d'important dans la QA. Donc voilà, ma petite boîte à outils opérationnelle qui m'a permis de peut-être rayonner et de venir en tout cas faire une conférence devant vous aujourd'hui, et ça c'est vraiment cool. Pour finir cette conférence, j'avais envie de vous formuler quelques souhaits. Alors moi j'ai beaucoup parlé de QA parce que c'est l'expérience que j'ai, mais je pense que des problématiques de légitimité, des problématiques de structure dans notre métier, des problématiques de mise en place d'outils ou encore d'invisibilité par rapport aux joueuses, je pense que c'est des choses vraiment qui sont partagées par beaucoup d'autres corps de métier. Donc je pense que ces souhaits ne s'adressent pas qu'à nous, mais peut-être que d'autres pourront se retrouver dedans. Le premier souhait que j'aimerais formuler, c'est en fait je souhaite que la première étape dont je parlais au début de cette conférence se passe pour vous. J'espère qu'on vous donnera les moyens de faire votre travail, de vous épanouir dedans. Parce que la QA est un beau métier, c'est un métier qui mérite qu'on puisse se pencher dessus, qui mérite de pouvoir être fait correctement. Donc j'espère que vous pourrez faire en sorte que tout le monde vous fasse confiance. Alors je sais que ça ne dépend pas vraiment de vous, mais j'ose espérer que des conférences comme celle-ci permettent réellement de convaincre les personnes qui ne sont pas convaincues que la QA a une vraie expertise et une vraie plus-value à vous apporter. Le deuxième souhait, j'espère que vous vous ferez votre petite boîte à outils et que vous aussi vous aurez ce magnifique changement de Doge et que vous aurez cette petite boîte à outils qui vous apportera confort, légitimité et opérationnalité dans votre travail, je ne sais pas si ce mot existe. Et si jamais vous faites votre petite boîte à outils et que vous voulez venir la présenter à la donne, j'espère que je pourrai venir regarder, ça me ferait très plaisir. Et enfin, dernier souhait que j'aimerais formuler, c'est que j'espère, encore une fois, que des conférences comme celle-ci vont participer à faire changer un petit peu les choses, faire changer la mauvaise réputation de la QA, par pitié, et que dans les prochaines années, et je pense que ça se fera, que la QA soit un petit peu moins considérée comme la petite bête noire, et qu'on comprendra que, en fait, si on a des vraies choses à apporter, c'est promis. Et je vous remercie beaucoup.
Je pense, si vous voulez, on peut faire un deuxième round d'applauses pour les personnes qui se sont occupées, notamment de la régie, de toute la partie technique et de l'organisation de la donne. Merci à vous. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas, j'adore répondre aux questions. Une vraie passion de ma vie. Bonjour, Bonjour. Merci pour ta conf. Tu as abordé le sujet de l'IA dans ton métier. Ouais. Du coup, comment tu vois, quels impacts tu vois, quel intérêt spécifiquement dans la QA? Ouais, le fait d'automatiser pas mal de choses, en fait, c'est des trucs que nous-mêmes on veut, en fait. C'est pas forcément quelque chose qu'on subit. Mais là, actuellement, moi, ce que j'ai constaté les 5 dernières années, c'est que les tests qui sont automatisés, auxquels on est en train de réfléchir à faire en sorte de ne plus les faire nous-mêmes, c'est des tests sur lesquels l'humain, en fait, a très peu d'intérêt. C'est souvent, en fait, les tests les plus rébarbatifs pour nous et ceux que personne ne veut faire et qui donnent envie de se mettre la corde autour du cou, type les tests de key bindings, des tests de collision, on va devoir courir contre des murs pendant des heures. Enfin, c'est vraiment pas des tests sur lesquels on a une vraie plus-value par rapport à une machine, en fait. Et donc avoir un robot qui va pouvoir, une intelligence artificielle qui va pouvoir le faire à notre place, c'est quelque chose en fait qui nous fait gagner du temps et qui nous permet de nous concentrer sur des tâches sur lesquelles on a beaucoup plus d'intérêt en fait à travailler. Donc jusque là, moi je l'ai vu comme quelque chose d'assez positif. Maintenant, à voir comment ça évoluera dans les prochaines années. Mais jusque là, moi c'est quelque chose que j'ai en tout cas bien accueilli. Salut, merci pour ta présentation. Sur le même sujet, un peu sur les courbes que tu as montrées dans les scorecards, sans parler d'IA, mais vraiment sur l'automatisation des tests, comme des tests gameplay qu'on peut écrire directement. Moi, j'avais en tête que ça pouvait vraiment aplanir les courbes de bugs, puis avoir cette tendance vraiment jusqu'à la fin de prod. Et je sais pas ce que tu en penses. Tu veux dire le fait de faire les tests automatiques avait tendance à faire en sorte que tu n'aies pas d'accumulation de bugs, c'est ça? Ouais, moins en tout cas. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup constaté. En fait, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, qui permet d'avoir des courbes un peu plus plates et d'éviter de skyrocket, c'est en fait vraiment la collaboration entre QA et Dev qui va faire qu'en fait, on va être capable de planifier du debug et qu'on va être capable de faire en sorte que le debug soit pris assez tôt, assez en amont pour éviter des bottlenecks, pour éviter que les choses s'accumulent trop dans la base de données. Pour moi, c'est vraiment ça qui a eu de l'impact sur les courbes. Après, je pense que des tests automatiques peuvent faire en sorte que, par exemple, les bugs arrivent plus vite et peut-être aussi de façon plus précise et claire pour certains tests dans les bases de données et faire en sorte peut-être que les devs s'y retrouvent un petit peu plus. Enfin, voilà, c'est aussi des choses, à mon avis, qui peuvent effectivement impacter ces courbes de façon positive. Ouais. Je réponds à ta question, pardon. Ok, cool. Bonjour. Bonjour. Ah. Who's first? Je peux laisser la personne. Oh non, c'est bon. À moi. Donc, merci beaucoup pour la presse. Ça donne une nouvelle vision du métier de QA. Cool. Et tu nous parlais tout à l'heure du scorecard. Ouais. Je voulais savoir, deux questions groupées là-dessus. Comment vous faites pour avoir les bons poids pour différents tickets et comment équilibrer là-dessus? Et aussi, comment vous faites quand vous avez différents tickets qui ont un peu la même conclusion ou le même résultat, comme un crash qui peut se produire de 30 milliards de façons différentes et faire en sorte à ce que ça ne crée pas de biais en fait, dans votre courbe, parce qu'un crash, c'est un crash pour le joueur, quoi qu'il arrive. Pour la première question, au niveau des poids, quand on a mis en fait en place cet outil-là, à la base c'est moi qui ai bidouillé dans un Google Sheet, c'était vraiment pas très très propre. C'est moi en fait qui ai fait un petit prototype et pour appliquer les poids, à la base je l'ai un peu fait au doigt levé. J'étais là, oh, ça a l'air d'être pas trop mal pour le poids d'un crash. Et en fait pour tester ça, ce qu'on a fait c'est qu'on a un peu demandé à l'aveugle à différents leads de projet, qu'est-ce que tu aurais mis toi comme poids là actuellement pour ton projet, et on voyait si ça fitait ou si ça fitait pas. À la base, c'est ça qu'on a mis en place. Maintenant, depuis l'année dernière à peu près, on a une équipe data. D'ailleurs, je les ai même pas crédités, mais je leur fais des bisous. On a une équipe data en fait qui a repris ce projet-là pour un peu en faire un truc de plus propre que ce que j'avais fait, heureusement, et qui pour le coup ont la main sur tout ce qui est formule mathématique de calcul de cette scorecard. Donc c'est quelque chose sur lequel ils sont encore en train d'itérer, mais pour le moment, on a quelque chose qui en tout cas
comparé à notre ressenti, nous paraît correct. Maintenant, c'est des choses sur lesquelles on continue un petit peu de travailler. Je ne pourrais pas te donner exactement quelles sont nos formules mathématiques, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Oui. Ouais. Ça aussi, c'est à nous, je pense, de faire ça intelligemment quand on les remplit sur la base de données. En fait, la scorecard, elle va extraire ce qui se passe sur ma base de données. Donc, c'est aussi à moi, sur ma base de données, d'être capable de dire que ce crash-là, par exemple, on l'a déjà vu 15 fois, on sait que c'est exactement le même, via un certain nombre d'outils, via Sentry, via tout un tas de choses. On est capable d'identifier que c'est le même bug. Bon, si on a 15 entrées dedans, effectivement, ça va impacter la scorecard, donc on va en fermer 14 et en garder qu'un. C'est vraiment un travail de gestion de la base de données. Si la base de données est mal gérée, on se retrouve avec une scorecard qui est fausse. Ça, c'est clair et net. Ça demande de la rigueur. Ça demande de faire du nettoyage régulièrement et de s'assurer que du coup, on a des chiffres qui soient cohérents avec ce qu'on a réellement en jeu. Alors moi, j'ai deux questions. Ouais. La première, c'est du coup des outils comme Scorecard. Est-ce qu'il n'y a pas un monde en fait où ils pourraient être mutualisés entre différentes entreprises? Ouais, ça c'est quelque chose, je pense, dont on rêve. Après, là, c'est un outil qui, nous, de notre côté, est encore en cours de développement. Il n'est pas encore déployé sur 100% de nos projets. Il n'est pas encore partagé à tous les studios en interne avec lesquels on travaille. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchira une fois qu'il sera complètement terminé. Mais moi, il y a un monde où j'aimerais bien ça aussi, clairement. Parce que c'est vrai que souvent, les outils de qualité sont créés en interne et puis restent en interne. Et du coup, chacun a son outil et c'est très difficile pour les gens qui circulent d'un endroit à un autre. Et l'autre question, c'est justement, c'est quoi la formation pour devenir QA? Et ça, c'est une très très bonne question. Moi, de mon côté, j'ai fait une licence professionnelle métier du jeu vidéo, line design, game design, donc a priori rien à voir avec le QA. Des formations spécialisées vraiment dans le QA, j'en connais qu'une seule, je crois, qui se fait en quelques mois. Je ne sais pas si d'autres personnes dans la salle ont peut-être d'autres expériences là-dessus, mais la QA, malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu vu comme la porte d'entrée dans le jeu vidéo, donc quelque part, n'importe qui aurait fait des études du jeu vidéo peut rentrer dedans. Mais de la formation de QA, moi, avant d'arriver à Focus, j'ai dû avoir 4 ou 5 cours de QA. Je suis arrivée, j'étais comme, qu'est-ce que c'est en fait ce métier? Donc c'est pas encore quelque chose qui est beaucoup développé de ce que je sais, en tout cas, pour le moment. J'espère que ça changera, quoi. Bonjour, merci Bonjour, pour la Tom. presse. J'avais une petite question par rapport à la scorecard. Ouais. C'est vachement porté côté éditeur, du coup, avec les builds que tu reçois de façon ponctuelle, soit toutes les semaines ou sur les milestones. Est-ce que tu penses que c'est adapté pour côté développeur avec des builds plus soit daily ou tu peux en avoir plusieurs dans une semaine? Ouais. Tu fais bien de le souligner parce que j'avais effectivement oublié d'en parler. Que ce soit la scorecard ou même en fait les 3 outils, c'est effectivement des outils que moi j'utilise côté QA éditeur et évidemment les problématiques côté dev peuvent être très différentes. Donc je pense que c'est effectivement des outils qui peuvent avoir une utilité côté dev bien évidemment, mais qui demanderaient probablement d'être réadaptés pour vraiment répondre aux problématiques côté dev. Nous, c'est vrai que là, c'est adapté à notre fonctionnement côté éditeur, mais peut-être que côté développement, ça se passera un petit peu différemment. C'est même très probable. Bonjour. Bonjour. Ah d'accord, je cherchais, j'étais là, mince, j'ai pas vu. Petite question, en étant dans la production, comment on peut faire pour mettre nos QA en avant, venir les chercher quand on pense avoir des problèmes, quand on a des QA en interne, justement, pour pouvoir collaborer plus étroitement? Ouais, c'est effectivement assez intéressant. Je pense que le mieux à faire, en fait, c'est de discuter. Ça semble hyper bête, mais en fait, parfois, je me dis, mais en fait, on parle pas assez. On parle pas assez entre équipes de la production, entre QA et prod, par exemple, entre tous ces départements-là. Et parfois, on parle aussi pas assez entre QA et dev. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'habituer à faire et qu'il faut faire davantage, parce que je pense que la QA a énormément d'informations qu'elle peut transmettre, énormément de questions auxquelles, en fait, elle a les réponses.
Et il ne faut pas hésiter à faire en sorte de les faire participer un maximum. Et en fait, ça passe par de la communication, en fait, être en mesure de comprendre ce que les équipes QA avec lesquelles tu travailles sont en mesure de collecter comme information. Aussi peut-être de leur partager tes problématiques à toi. Si tu as des questions, s'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais avoir des réponses, d'échanger en fait, avec tes équipes pour voir en fait, si oui ou non on est en mesure de répondre et sinon qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc c'est pour moi un vrai travail. Tu parlais de collaboration, pour moi c'est vraiment central. C'est faire en sorte qu'on discute et d'être en mesure en fait, de travailler ensemble pour aller dans la bonne direction. Mais parlez à vos QA, vraiment c'est très important s'il vous plaît. N'oubliez pas de nous parler. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi aussi je suis QA. Bravo à toi, on se sait. Ouais. Première chose, je voulais répondre aussi à la question pour la formation. Ah oui, ouais. Voilà. Qui est que j'avais eu, pas moi personnellement, parce que j'ai fait une L Pro aussi, voilà. Okay. Mais j'ai eu des personnes qui faisaient du QA dans la tech généraliste, le web, choses comme ça, où là il y a des formations qui existent et qui apprennent, si ce n'est le métier, en tout cas une forme de méthodologie, parce que comme tu as dit, c'est pas structuré, il n'y a pas de constante entre les studios et il n'y a pas de formation dédiée, donc c'est un premier pas aussi qui fait que... C'est vrai. Très bon point. Mais ça reste très différent. Moi, je ne pourrais pas faire ce métier-là. Moi non plus, pour être très honnête. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une base commune et tu fais bien de le souligner. C'est vrai. Ouais. Et surtout, la question que je voulais te poser, c'était, du coup, le QA, c'est plus que juste reporter des bugs. Oui. Dans une entreprise comme Focus, c'est quoi le périmètre, concrètement, du QA? Jusqu'où vous allez travailler et sur quel sujet vous allez travailler? Parce que je sais que j'ai eu l'expérience de bosser chez des éditeurs aussi et que j'allais sur des trucs jusqu'à faire du QA de scénario pour une première milestone de pré-prod. Et donc, moi, je considère ça relativement large. Mais du coup, comment toi, tu penses jusqu'où on va? Nous, on commence à travailler sur les projets à peu près au niveau de l'alpha. Donc toute la partie pré-prod, en fait, on la voit quasiment pas, sauf exception. Donc déjà, il y a toute une partie qu'on ne fait pas. Et ensuite, sur vraiment le périmètre d'action qu'on a et le poids qu'on a dans les décisions, c'est que nous, au vu du process, c'est nous, quelque part, qui validons la build les derniers avant que les release managers s'en emparent et fassent leurs tests également de leur côté. Voilà, on a un rayon d'action finalement assez large. Je sais que de plus en plus on nous fait participer à des calls orientés production, on vient de plus en plus nous voir aussi pour avoir un petit peu notre avis sur ce qui se passe. On nous fait de plus en plus vraiment participer à des décisions pendant les milestones, pendant les gates, etc. Donc en fait on commence vraiment à avoir un gros poids et ce périmètre dont tu parles, je pense qu'il commence à s'élargir beaucoup et qu'on devient un métier de plus en plus orienté stratégie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand je suis passée de QA à Associate Lead QA, puis à Lead QA. C'est qu'il y avait ce moment où je me suis dit, mais en fait, je ne touche plus au jeu. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, où je passe beaucoup plus de temps à réfléchir stratégie, à réfléchir planning. Quand on me propose un nouveau planning de production, à réfléchir, OK, à comment est-ce que je vais placer mes tests dedans? Est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire? Et ça, par contre, c'est une part de notre métier qui prend de plus en plus de place et qui nécessite de s'adapter, évidemment, au fur et à mesure du temps. Mais je pense qu'on a un périmètre qui devient de plus en plus large et qui prend aussi de plus en plus de poids, j'ai envie de dire, dans la production. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci pour ta conférence, c'est super intéressant. Toujours sur le sujet de la formation, je voulais dire que Simplon vient juste d'ouvrir une formation QA jeux vidéo. Ah, trop bien. Et c'est en train de se déployer un peu partout en France. Et justement, ce sujet-là, on vient juste de... En fait, on a le premier batch d'étudiants qui est sorti et on se pose la question un petit peu de l'employabilité dans le domaine et de comment se porte le métier de QA dans l'industrie hors de la récession un peu des emplois et tout dans l'industrie. En général, comment tu vois, toi, que le volume de QA par rapport au studio, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il réduit? J'ai discuté avec ma manageuse la semaine dernière qui m'a dit nous des QA on en aura toujours besoin et c'est en tout cas quelque chose qu'on vit à Focus, c'est qu'on a toujours besoin de nouvelles personnes en QA. C'est aussi pas pour rien que c'est un petit peu le domaine dans lequel les gens vont un peu malheureusement par défaut, mais pour avoir une première intégration dans l'industrie du jeu vidéo. C'est parce que effectivement ça recrute, il y a pas mal d'endroits où il y a malheureusement du turnover, ce qui est beaucoup moins le cas à Focus en tout cas.
Et donc non, je le vois comme un métier dans lequel il y a encore de la place, d'autant plus si on a des personnes qui aiment leur métier, qui nous disent en fait la QA j'en fais parce que j'aime ça, ça c'est toujours un plus. Et des personnes en plus qui auraient du coup une formation spécialisée dans la QA, oui a priori c'est un gros plus. Donc je ne suis pas moi-même recruteuse, mais là comme ça d'expérience j'aurais tendance à dire que je ne m'inquiète pas trop. Merci. De rien. Je suis désolé de vous couper, ce sera la dernière question. Si vous voulez venir papoter avec moi à tout moment, n'hésitez pas, je suis très sympa en plus. Merci encore pour la présentation. Avec plaisir. J'avais une question sur les content targets définis par les line designers ou producers chez vous. Quelle place prend cette charte, ce poids en fait dans le travail de QA qui est mené? Parce que c'est assez large, du gameplay, narration ou autres qui sont assez ouverts. C'est un process qui est un peu nouveau, quelque chose qui a été mis en place, en tout cas à ma connaissance, assez récemment. Donc on commence en fait à travailler avec, mais nous, comparé à n'avoir aucune guidelines, c'est évident que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup en fait à comprendre ce qui se passe. Et dans ces périodes un peu où on a la tête dans le guidon, où on va remonter 100 bugs d'un coup, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire, en fait ça nous permet de toujours avoir une espèce de base, même si elle paraît très macro, même si elle paraît assez généraliste, et de se rappeler non, en fait c'est vraiment ça qui est important dans le jeu, et aussi de nous permettre nous d'avoir une meilleure compréhension du jeu sur lequel on travaille, de aussi ce que les développeurs et les développeuses veulent, parce que les line designers définissent ces piliers-là et ces objectifs aussi en discutant avec les développeurs. C'est pas juste eux dans un bureau qui jette des dés et qui décide qu'est-ce qui est important ou pas. C'est aussi quelque chose qui est censé refléter l'intention des développeurs et des développeuses. Et nous, dans notre métier de QA, mieux on comprend ce qui se passe côté studio, mieux on comprend ce que les développeurs et les développeuses veulent, mieux on va être en mesure d'être pertinent et de répondre aux questions et de faire notre travail le mieux possible. Il n'y a plus de questions. Merci à vous.